Voilà, j'avais oublié de déclencher l'enregistrement. Donc, je disais que euh, le thème de ce webinaire donc, contribue à la transparence et à la performance des commandes publiques, mais également à la réussite des projets structurants qui transforment nos collectivités territoriales. Donc, à travers ce webinaire, nous nous attendons à voir à peu près un peu les principes, procédures, les principales procédures de passation des marchés publics, de voir également peut-être les montages, les modèles de montage de projets, notamment les partenariats publics-privés, les PPP, mais aussi les bonnes pratiques donc, pour optimiser, parce que finalement c'est ça, pour optimiser le financement, la gouvernance, mais également l'impact socio-économique. Donc les micros pour le moment resteront coupés, s'il vous plaît. Donc veillez à cela. Et vous pourrez poser vos questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la deuxième partie, ou bien vous pouvez anticiper aussi sur le chat. Donc, pour ne pas oublier la question, vous pouvez écrire sur le chat. Voilà, donc notre intervenant aujourd'hui, que nous remercions d'avoir accepté, donc M. Aïdara, que en tout cas les étudiants de l'Université de Bambey, de manière générale, toute l'université reconnaît bien, car il est ingénieur génie civil, spécialiste en passation de marché, mais également l'un de nos brillants intervenants à l'université. Moi-même, j'ai bénéficié de ses cours. Il m'a eu en Master 1 et Master 2, je pense bien, donc dans la gestion des infrastructures. Donc, nous le remercions vivement et lui souhaitons la bienvenue. Et donc, voilà, donc sans plus tarder, peut-être pour ne pas monopoliser la parole, on va lui donner la parole. Je ne sais pas s'il a besoin, si M. Aïdara, vous avez besoin de présenter quelque chose, il y a un petit plus. Il y a un petit plus qui vous permet de présenter ou bien de charger un document. Voilà, sinon aussi, je pourrais vous assister à distance. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, je pense que ça charge. C'est bon, maintenant, on voit parfaitement. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon, professeur. D'accord, merci beaucoup, chers étudiants. Donc, on peut se présenter ou bien c'est pas la peine? Du moment où on a perdu du temps. Moi, c'est Mamoudou Oui, Abdoulaye, je pense qu'on peut démarrer rapidement. D'accord, d'accord. Effectivement, donc, je vais vous envoyer après ces présentations pour que vous puissiez les garder. Il y a une présentation qui porte sur les sélections de prestataires. Les PPP au Sénégal, actuellement, avec les modifications en cours, pour les projets d'infrastructure, et aussi les DRP simples qui sont beaucoup plus utilisés au niveau de l'administration et certaines agences pour aller vite dans le cadre, et certaines communes. Donc, dans l'objectif ici, c'est de sélectionner et contracter avec les prestataires. Vous savez, dans tout projet de développement, avant la mise en œuvre du projet, il faut d'abord passer par l'étape de sélection des entreprises ou bien des structures qui doivent réaliser les travaux ou bien réaliser l'infrastructure en termes de, ou bien si c'est une formation ou un service à rendre, etc. Et tout ça. Même si c'est une recherche, n'est-ce pas, une étude et tout ça, il faudrait au moins sélectionner un prestataire et contractualiser avec lui afin de définir un plan d'accompagnement et de formation pour les futurs usagers. Donc, c'est ça. Ensuite, l'objectif de cette étape est de passer à la contractualisation une fois que les dossiers de consultation des prestataires sont validés par les parties prenantes. C'est important aussi à ce niveau-là de rappeler quelques principes que les marchés publics. Donc, la maîtrise d'ouvrage assurée directement par la collectivité territoriale, si la maîtrise d'ouvrage déléguée, il faut respecter obligatoire du Code des marchés publics du Sénégal, notamment le décret 2022-95 du 28 décembre 2022 en vigueur jusqu'à présent. Donc, la sélection de prestataires obéit sur 4 principes de base qui sont la mise en concurrence, l'égalité de traitement, la discrétion et la transparence dans la sélection et exclure le favoritisme. Je pense que ça, nous l'avons vu à plusieurs reprises. Donc, la mise en concurrence permet de comparer les prix, n'est-ce pas, et de garantir la qualité des prix, n'est-ce pas? L'égalité de traitement permet l'accès équitable à l'information. Tout candidat doit avoir la même information au même moment. Et le jugement sur la base de critères qui sont définis dans le dossier de consultation. Ensuite, la discrétion dans le traitement, l'ouverture des prix, la transparence. Et maintenant, exclure tout favoritisme. Si vous avez un favoritisme, une faveur à faire pour quelqu'un, vous sortez de la commission et que toute personne a un intérêt aussi, doit ne pas participer à la sélection. Donc, le principe, c'est quoi? C'est les 4
la mise en concurrence, l'égalité de traitement, la discrétion et le favoritisme. Les concepts, le marché public, contrat écrit, conclu à titre onéreux, surtout parce qu'il y a un paiement qui est fait derrière, par une autorité de contrat pour répondre à un besoin en matière de travaux, de fourniture ou de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories. Les marchés publics sont des contrats administratifs à l'exception de ceux passés par des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé. Si c'est les marchés de travaux, c'est les opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, etc., tout bâtiment, etc., y compris la préparation de chantiers, des travaux de terrassement, équipement, de matériel, décoration, ainsi que de services. Bon, s'il y a des questions aussi, vous pouvez intervenir directement, n'est-ce pas, M. Diakité, hein? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ils peuvent intervenir au niveau même des commentaires. Exactement. Ensuite, c'est des marchés de fourniture, c'est des biens mobiliers de toutes sortes, hein, y compris des matières premières, comme le gaz qu'on fournit, le fuel, n'est-ce pas, l'électricité qu'on fournit, liquide gaz ou l'électricité. Ouais, on a dit qu'il y a des bateaux turcs qui sont en train de donner de l'électricité à la Sénélec, tout ça. Les biens acquis par crédit, bail ou location, vente, des services accessoires ou fourniture de biens. Ça, c'est important. Les marchés de services, tout marché ou travaux, y compris les prestations intellectuelles, comme les études, les recherches, etc. Les prestations intellectuelles consistent principalement à la réalisation de prestations telles que les études, des travaux de recherche, des services de conseil, des prestations d'ingénierie ou d'assistance qui ne se traduisent pas par un résultat physique mesurable ou apparent. Vous voyez, ça c'est important aussi. Maintenant, les concepts. Il y a l'autorité contractante, c'est la personne morale de droit public ou de droit privé, signataire des marchés publics. La personne responsable du marché, c'est la personne chargée de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché au nom de l'autorité contractante et de représenter l'autorité contractante lors de l'exécution du marché. On peut avoir des projets où c'est le ministère de l'Agriculture qui est la personne responsable du marché, n'est-ce pas? Mais les projets, le coordinateur du projet ou le directeur d'un projet signe les contrats et suit l'exécution du contrat jusqu'à la réception. Le candidat maintenant, c'est le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui participe et dispose de l'aptitude à participer à une procédure de passation de marché et qui gagne le marché, qui peut être un gagnant. Les soumissionnaires, c'est la personne physique morale soumettant une offre, un engagement. L'attributaire, c'est celui qui a gagné le marché. Hein. Donc, l'offre a été retenue par la commission des marchés. Et c'est le titulaire du marché, c'est la personne physique attributaire. Maintenant, on parle d'entreprise communautaire lorsque les entreprises sont situées dans un État membre tel que l'Union économique ouest africaine, UEMOA, CEDEAO, etc. Maintenant, pour sélectionner un prestataire, il faut mettre en place la cellule de passation de marché, mettre en place la commission des marchés, publier le plan de passation de marché, l'avis général de passation de marché, avant de démarrer la procédure, retenir le mode de concurrence, DRP, appel d'offres, etc. et élaborer le dossier de consultation. Sélectionner les prestataires selon le code des marchés, notifier les marchés aux prestataires retenus, publier l'avis d'attribution pour que le candidat qui n'est pas retenu puisse contester pour avoir un délai de recours gracieux ou un recours contentieux, élaborer et faire signer les PV, les contrats aux besoins, parce que s'il n'y a pas de contrat, rien ne peut nous lier et on ne peut pas définir quels sont les termes du contrat. Et chaque partie doit respecter les engagements contenus dans ce contrat. Et maintenant planifier avec l'ensemble des parties prenantes de façon opérationnelle comment nous allons mener le processus. Ensuite, maintenant, pour les collectivités territoriales dans lesquelles peut-être vous intervenez, voici le représentant de l'autorité contractante, le président, 2 membres délibérants n'appartenant pas au bureau municipal ou départemental, le receveur qui est le percepteur municipal, c'est le trésor, ensuite le secrétaire municipal ou général, et maintenant mettre en place la commission des marchés par arrêté ou décision avant le 5 janvier de l'année en cours. Ça, c'est important aussi. Parce que dans les organes de contrôle comme la Cour des comptes ou la RMP, il faut veiller à ce que ces organes-là, la commission des marchés soit mise en place avant le 5 janvier. Donc maintenant, les modes de concurrence à mettre dans le plan sont les appels d'offres ouverts, l'appel d'offres restreint, les préqualifications, l'appel d'offres en 2 étapes avec préqualification, la demande de renseignement des prix à compétition ouverte DRPCO, la demande de renseignement restreinte et la demande de renseignement simple ou cotation et l'entente directe. L'entente directe, n'oublions pas que c'est un mode de concurrence aussi utilisé au Sénégal, mais il faudrait avoir l'avis de la DCMP à ce niveau-là. On ne peut pas faire une marché d'entente sans avoir l'avis de la DCMP. Bonjour. Oui.
Diallo, Oui, je pense qu'on peut laisser le professeur terminer la présentation. Et oui, bon, oui, j'ai pris le temps donc, pour votre question plus tard, comme ça c'est pour oui, c'est ça. vraiment mieux organiser le webinaire. Quoi. Donc, j'ai C'est bien ça. pris note lorsque tu as levé la main. On va vous donner la parole après. D'accord. Ensuite, élaborer le plan de partition de marché. Il faut faire apparaître les besoins d'acquisition de la collectivité, ou bien le projet ou la société. Inscrire les modes de passation, les sources de financement et les dates de lancement prévues. Le plan de partition doit être obligatoirement publié dans le site de la DCMP avant le 1er décembre de l'année N-1. Par exemple, si on est en 2025, il faut faire la publication au 1er décembre en 2024, avant toute contractualisation. Ça, c'est important. En cas de doute, si vous ne respectez pas cette procédure, vous pouvez avoir des remarques dans ce sens-là. Maintenant, élaborer le dossier de consultation. Il faut les élaborer aussi, hein, c'est important. Un dossier de consultation doit être bien élaboré. Lancer la constitution selon le mode de passation retenu. Réceptionner les offres en date et l'heure indiquée dans l'avis d'appel à concurrence. La commission reçoit les offres, n'est-ce pas, procède à l'ouverture des plis. Évaluer les offres selon les critères définis dans le dossier de passation de marché, de consultation en fonction des prix. La commission propose à l'autre contrat de retenir l'offre la plus intéressante, combinaison qualité-prix. Le représentant de l'autorité contractante maintenant valide la proposition de la commission et notifie le marché à l'entreprise qualifiée, évaluée, moins conforme et moins disante. Ça, c'est important aussi. Signe le contrat et informe les autres soumissionnaires non retenus. Ça, c'est important aussi. C'est pour leur permettre d'entrer en contentieux si ces soumissionnaires-là refusent la procédure. Une planification opérationnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise est activité du marché maintenant, vous devez vous réunir à travers une réunion pour définir les différentes étapes de mener le processus de contractualisation. Et le maître d'ouvrage maintenant valide et envoie un ordre de service pour démarrer les travaux à l'entreprise ou les prestations, selon qu'on est en prestation ou autre part. Les divers modes de concurrence, on les appelle ici, hein. Donc, c'est la procédure par laquelle l'autorité contractualise avec il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Hein? Omar, votre micro, s'il vous plaît. Omar Faye. Omar Faye. Ok, c'est bon. Maintenant, sur la base des critères. Ensuite, l'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre. C'est ce qui est utilisé très souvent. Donc, je fais un appel d'offre. L'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auxquels les candidats doivent recourir par principe. Par principe, c'est ce qui est retenu. Maintenant, il y a des urgences, il y a des contraintes, il y a aussi des spécifications. Par exemple, construire un pont, vous voyez, un pont métallique, un ouvrage complexe, nécessite aussi des entreprises qui sont qualifiées. C'est pourquoi on va aller avec d'autres procédures qu'on utilise très souvent. Donc, tout appel d'offres ouvert est porté à la connaissance publique par un avis d'appel à concurrence publié dans un journal prévu dans l'article 56 du Code des marchés. Donc, vous voyez, c'est le Soleil, l'Observateur, un journal de grande audience, quoi, qui permet à tous les candidats qui veulent soumissionner d'avoir accès à cette information. Ou bien, des fois, on va dans Jeune Afrique, c'est les grands marchés, ou bien dans des publications de la Banque mondiale, des sites. Les marchés dont les communes sont inférieures à 300 millions peuvent faire l'objet de procédures allégées, n'est-ce pas, comportant des procédures simplifiées, n'est-ce pas, avec des cahiers de charges adaptés, conformément à l'arrêté numéro 719 du 23 mars 2023, pris en application de l'article 14 décret 2022 du Code des marchés. C'est-à-dire que si la commune a un budget qui est inférieur à 300 millions, elle peut faire des affichages au niveau des chambres de commerce, des chambres de métiers et des lieux publics de la collectivité territoriale, si c'est une mairie. Et comme ça, les entreprises locales qui sont dans la commune peuvent participer. L'appel d'offres en 2 étapes, on l'a rappelé ici, hein, c'est quand il y a une complexité où la personne responsable du marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées. Dans ce cas, on envoie des invitations à des candidats dont les principes généraux de conception ou de normes sont requis. Lorsqu'elle est identifiée, elle a la solution qui sont susceptibles de répondre à des besoins ou de contractants informer les autres candidats de cette première étape. Ensuite, maintenant, l'appel d'offres en 2 étapes, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques assorties de prix sur la base du dossier d'appel à concurrence. Donc, vous voyez, on privilégie beaucoup plus la performance. Maintenant, la remise de l'examen des propositions ainsi que le choix de l'offre s'effectue dans les mêmes conditions que l'appel d'offres ouvert. Donc, on reçoit les offres, on les analyse. Le recours à cette procédure maintenant
soumis à l'autorisation de la DCMP. Si vous voulez faire un appel d'offres en 2 étapes, n'est-ce pas, il faudrait demander l'avis de la DCMP, qui va avoir effectivement la complexité et la performance requise pour pouvoir valider cela. L'appel d'offres a une préqualification, ça aussi c'est une méthode qui est utilisée dans le cas des travaux importants ou complexes. Vous voyez, comme les gros barrages, n'est-ce pas, les ponts, les gros ponts, ouais, les autoroutes à 2 voies, etc., qui sont des fois complexes à réaliser. Donc, la préqualification des candidats s'effectue en fonction de leur aptitude, surtout leur aptitude à mener les marchés de façon satisfaisante et selon les critères suivants. Référence concernant les marchés analogues. Est-ce que tu as fait des marchés similaires? Est-ce que les moyens matériels et humains sont disponibles? Est-ce que vous avez la capacité financière? Et aussi, la capacité à gérer les obligations sociales et environnementales. Parce qu'il peut y avoir aussi des obligations environnementales à respecter et vous devez les respecter. Donc, cette procédure aussi est soumise au niveau des codes des marchés, définis dans les articles 56 et 64 du Code des marchés publics. Sur les mêmes procédures, la commission des marchés examine les propositions, vous voyez, sur la base des critères annoncés dans l'avis, donc le nombre de marchés à avoir réalisé, des marchés similaires, etc., disposer d'un ingénieur, d'un technicien, d'un laborantin, etc., avoir des moyens matériels et tout ça, et maintenant disposer de la capacité financière que les banques vous donnent. Et maintenant, dans un délai de 30 jours pour un appel d'offres national ou 45 jours pour un appel d'offres international, les soumissionnaires déposent le dossier. L'appel d'offres avec concours, donc l'État, les collectivités territoriales ou agences peuvent faire les concours de logo, les photographies, tout ça, c'est des appels d'offres par concours. Ou bien les récompenses pour le prix du chef de l'État pour les arts, etc., ou les recherches techniques. On fait maintenant des concours pour des spécialistes qui vont nous proposer des modèles, etc., quoi. Et donc, vous voyez, pour concourir avec des hommes de l'art ou des entreprises qualifiées, l'établissement d'un projet, d'une fourniture ou d'un ouvrage, donc les motifs techniques, esthétiques ou financiers, ça justifie les recherches particulières. Ensuite, il y a les procédures dérogatoires que nous utilisons très souvent. L'appel d'offres restreint, l'entente directe. Donc, l'appel d'offres restreint, c'est quand il y a un besoin, seuls peuvent remettre des offres les candidats qui sont que le maître d'ouvrage a décidé de contacter. Et dans ce cas, vous remettez à la DCMP la liste des candidats qui sont d'égale compétence et la DCMP vous en en prendre 5 ou 6. Ils ne peuvent procéder à un appel d'offres qu'après avis de la direction chargée du contrôle des marchés dans les cas suivants. Les marchés pour lesquels les raisons particulières rapides et nécessaires, comme actuellement les inondations à Touba. Vous voyez, si on doit faire un appel d'offres restreint, on peut dire 3 jours rapidement. Depuis il y a 2 jours, il y a 2 semaines derrière, le ministère pouvait, ou bien l'ONAS, solliciter un appel d'offres restreint pour choisir des entreprises qui ont des hydrocureurs ou des systèmes de pompage adéquats pour pouvoir faire le pompage. Vous voyez, donc un délai de 10 jours à 15 jours, vous voyez. Comprenant que l'hivernage arrive et que il va pleuvoir pendant le Magal, donc on fait une procédure d'urgence, quoi. L'autorité contrat doit motiver le caractère urgent ou l'impossibilité de respecter les délais. Donc, c'est les exemples qu'on peut donner. Ou bien l'envahissement des criquets, ou bien comment on appelle ça, les inondations, où on doit donner des soudures, des nourritures, etc. On peut recourir à des principes d'appel d'offres restreints. Donc, il peut y avoir des travaux, des fournitures, etc. Ou bien des campagnes de vaccination ou de fournitures de mousquetaires, etc. Ensuite, la situation du genre doit être mentionnée dans la lettre d'invitation. Les marchés de travaux de fourniture de cycle ne sont pas exécutés à titre de recherche d'essai, d'expérience ou de mise au point. Les marchés que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu plat. S'il y a un marché aussi, une autorité contractante qui est défaillante, par exemple, je suis en train de faire un aménagement agricole, l'entreprise a déjà fait des travaux à 30%, on ne peut pas continuer. Et il y a que l'hivernage arrive, les gens doivent aller en culture, comme la fête, etc. Là, on peut aller en procédure d'urgence et faire un appel d'offres restreint et pour pouvoir choisir des entreprises performantes afin de réaliser ces travaux-là, quoi. Les marchés qui ont donné un appel d'offres infructueux, quand je fais des appels d'offres qui ont infructueux, là aussi, je peux dire que je n'ai pas encore de candidats qualifiés. Donc, permettez-moi de choisir parmi les candidats qui sont capables. Donc, on peut utiliser cette procédure. Ensuite, l'entente directe. L'entente directe est passée par lorsque l'autorité contractante engage directement des discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché à des candidats retenus. Il ne peut être passé des marchés en direct après autorisation de la direction centrale des marchés publics. Les marchés de répondent à des besoins qui, pour des raisons tenant de la discrétion, la détention de exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un contractant déterminé. Pour des fournisseurs de services complétants, qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché. Je l'avais expliqué une fois au cours. Par exemple, on fait un appel d'offres dans une zone quelconque et il y a un complément qui devait être réalisé
par une autre source de financement et qui a désisté au moment où on est en train de réaliser le marché. Donc des services de travaux qui ne figurent pas dans le marché initial, mais qui sont devenus nécessaires à la suite d'une circonstance imprévue ou extérieure au parc et que ces fournitures de services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparées du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser le tiers du marché initial. Ça aussi, c'est important. S'il y a des questions, on pourra y revenir. Donc, je parle aussi des marchés de droit d'exclusivité. Hein. Donc, il y a des marchés que seules des entreprises qui sont habilitées à les faire. Alors, maintenant, il faut l'avis de la direction chargée du marché pour tous les marchés considérés comme secret de défense ou dont les doivent s'accompagner de mesures particulières, protection des intérêts essentiels de l'État, passer par des contrats tels que vise l'article 3 du Code des collectivités, les marchés pour lesquels ils ont un résultat imprévisible. Vous voyez, donc quand il y a une urgence imprévisible, irrésistible, extérieure à l'autorité contractante n'est pas compatible avec les délais, l'autorité contractante doit inclure une justification par écrit de l'urgence. Les marchés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde. Par exemple, s'il y a une pandémie qui arrive, etc. Et tout ça, c'est des possibilités. La demande de renseignement des prix, quand même, est la procédure la plus simple à laquelle beaucoup de structures font appel maintenant. Donc, c'est pour les marchés de travail dont les montants sont inférieurs à 25 millions, 15 millions pour les services courants. Dans ce cas, l'autorité contractante va choisir librement les publicités, solliciter par écrit au point de 5, il faut au moins 5 entreprises qui vont répondre, n'est-ce pas? Ensuite, on fait le contrat, le dossier de consultation, les prestataires. Vous voyez, le planning tel que retenu dans la discussion. Dans le cadre des appels d'offres et la demande, la différence, c'est que la limitation des candidats, les délais de publicité et les modes de contractualisation. Les dossiers de concurrence aussi, vous voyez, dans le cadre de l'obligation entre les maîtres d'ouvrage. Il faut donc le contrat, c'est le dossier qui nous concerne. Quand vous avez un marché avec quelqu'un, il faut le contrat, le dossier de soumission de l'entreprise pour voir quels sont les moyens dont elle dispose pour mener à bien la mission, le DAO où il y a les prescriptions techniques, et les cahiers de charges, et les documents administratifs tels que les plans, etc. Et le planning. Pour dire que parce que vous avez besoin de construire des salles de classe pour l'année scolaire, l'autorité de contrat doit les terminer avant l'année scolaire. Si vous avez de fournir des semences avant l'hivernage, ouais, etc. Donc, il faut un planning de livraison. Donc, voici la première présentation avant qu'on aille vers le partenariat public-privé, dont les présentations existent ici. Merci beaucoup, M. Diakité. Je vous renvoie la parole. Merci à vous, cher professeur, vraiment pour ce brillant exposé qui est clair et limpide. Alors, avant de passer à la seconde présentation, donc peut-être on va essayer d'évacuer quelques questions qui nous ont été soumises au niveau du chat. Donc, à commencer par la question de Jérémy, qui demande est-ce qu'il y a des règles pour former la commission des marchés au sein de la collectivité territoriale. Donc ça, c'était la question de Jérémy. Après, on va donner la parole à Diallo Jean, mais on va rebondir sur l'autre question de Mme Diop, comme ça, pour les répondre d'un seul coup, qui demande la différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc après, nous allons donner la parole à Diallo Jean. Merci beaucoup. À vous, professeur. Oui, la première question, c'est sur les membres de la commission des marchés, n'est-ce pas? Voilà, est-ce qu'il y a des règles pour former la commission des marchés au sein de la collectivité? Oui. Est-ce qu'il y a des normes à suivre? Oui, effectivement. Ensuite, l'autre, c'est pour la différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Voilà, la différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Ce sont les deux questions. Hein? Voilà, c'est deux questions différentes. Ok, d'accord. Merci. Effectivement, il n'y a pas de... Pour former... En fait, il y a, comment on appelle ça encore, une loi, pas une loi, un arrêté qui fixe la composition des membres de la commission des marchés. Je l'ai mis tout à l'heure ici. Au niveau de la commission, donc, les membres de la commission sont là. Donc, il faut un représentant habilité. Donc, l'autorité contractante choisit le président de la commission des marchés qui doit faire partie un membre. Si c'est, par exemple, si c'est une agence nationale, le directeur peut choisir le secrétaire général, il peut choisir le directeur de cabinet, il peut choisir un membre quelconque de la direction comme président.
Il faut aussi 2 autres membres délibérants n'appartenant pas au cabinet du directeur. Il est choisi parmi les membres du personnel quelconque. Et maintenant, si c'est une collectivité territoriale, il y a le secrétaire général ou le municipal qui est membre d'office. Vous voyez, si c'est une société nationale aussi, c'est comme ça. Maintenant, pour chaque titulaire, il faut un suppléant aussi, quoi. Et un suppléant. Donc, il faut un membre et un suppléant. Ils signent la charte de transparence pour montrer que ils vont mener la procédure dans la transparence la plus requise et ça les engage. Au cas où il y a des contentieux, on va au tribunal parce qu'ils ont été corrompus au-delà. On doit montrer les chartes qu'ils ont signées pour dire que c'est les gens. Maintenant, on peut les former. L'autorité contractante peut demander à des organes comme la RDE, comme de la commission, l'autorité de régulation des marchés publics, l'Institut de formation des marchés publics, ou bien la direction centrale de former les membres dans l'élaboration des dossiers, dans l'ouverture des plis, etc. Et tout, quoi. Maintenant, et ces structures-là peuvent bien former les membres de la commission de marché pour que ces membres soient plus efficaces et plus à mesure de faire le travail correctement. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, professeur, c'est très clair, je pense. Moi-même, ça m'a permis pour le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, oui, le maître d'ouvrage, c'est celui à qui appartient l'ouvrage. On le répète tout le temps. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui a la commande. C'est lui qui a le besoin. Parce que le maître d'ouvrage dit, par exemple, je donne un exemple, la Giroute, mais pas la Giroute, mais le ministère des Infrastructures et des Transports, à travers la Giroute, dit que je veux construire des ponts, je veux construire des routes, je veux construire des barrages. Vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Il y avait un appel, quoi. Donc maintenant, quand l'autorité contractante à travers... Quand maintenant l'autorité contractante a le besoin, et elle ne peut pas faire la réalisation elle-même, elle fait recours à un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui est capable de mettre les études. Par exemple, dans le cadre de la réalisation d'un pont, d'une piste, d'un barrage, le maître d'œuvre est un cabinet ou un bureau qui contient des ingénieurs, un géotechnicien, ingénieur génie civil, ingénieur de pont, ingénieurs de laboratoire, laborantin, de topographes, vous voyez, qui sont capables d'agronomes, de financiers même, qui sont capables d'élaborer des dossiers de consultation pour expliquer comment on doit mener la procédure, pour faire les dessinateurs, pour montrer les plans, faire les calculs, et maintenant assister le maître d'ouvrage dans la réalisation de la conception du dossier d'appel d'offres, le suivi des travaux tel que décrit dans les études, et la réception définitive, et maintenant être son interface entre l'entreprise qui est chargée de réaliser les travaux et le maître d'ouvrage. Donc, vous voyez, donc maintenant, le maître d'œuvre est recruté par le maître d'ouvrage et il rend compte au maître d'ouvrage. Vous voyez, donc le maître d'œuvre, maintenant, le maître d'ouvrage est le patron du maître d'œuvre. Mais par contre, le maître d'œuvre contrôle l'entreprise, n'est-ce pas, et rend compte au maître d'ouvrage. Mais le maître d'œuvre ne doit pas prendre aucune décision sans informer le maître d'ouvrage qui approuve la décision, n'est-ce pas, et qui le valide. Il y a des marchés où c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre qui vérifie les décomptes pour voir si les quantités sont réelles par rapport aux quantités exécutées. Par exemple, une route de 200 km, l'entreprise a fait 198 km, mais ne peut pas. C'est le maître d'œuvre qui doit constater qu'il reste encore 2 km. Donc, si on doit le payer par kilomètre, on lui paye 198 km et non 200 km, en attendant qu'elle termine. Vous voyez, c'est des formes comme ça, quoi. Après, je vais vous envoyer dans la présentation un module qui parle de la responsabilité du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. D'accord. Okay. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous allons donner la parole à Diallo Dian qui avait levé la main tout à l'heure. Diallo, si vous nous entendez, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher professeur. Remercier monsieur le conférencier. Voilà. Ce sont des choses qu'on attendait quand même. Parce que ce sont des marchés. Étudiant en ingénieur en développement territorial. Voilà. Avant tout d'abord, j'avais un cas à souligner parce que à mon niveau, je n'arrive même pas à donner certaines notions. Voilà. Et j'avais deux questions à vous poser.
le sourçage. Est-ce que sont ici au Sénégal ou pas? C'est quoi le sourçage? Diallo, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, Diallo? Je disais que, avant tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le conférencier sur votre bien exposé. Et ce qu'on attendait quand même, la passion des masses actuellement là où nous sommes. Voilà, je suis encore Diallo, étudiant en M11 sortant, ingénieur en développement territorial. Voilà, je tenais à vous signaler un peu encore, je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien c'est par rapport à tout le monde. Voilà, voilà, je n'arrive même pas à noter certaines notions qui me semblent importantes. Et la deuxième chose, j'ai deux questions à vous. La première question, le surface. Est-ce que c'est une notion appliquée ici au Sénégal? La deuxième question, c'est dans quel cas un DRP demande de renseignement. Je pense que vous saisissez mes deux questions. Bon, je ne sais pas si vous, professeur, vous avez entendu. La première question, moi, c'est la deuxième question que j'ai pu comprendre, en tout cas noter. C'est dans quel cas on utilise les demandes de renseignement de prix au Sénégal. La première question, c'était en saccadé, hein, le vocal, l'audio là. Donc, du coup, je n'ai pas compris c'était quoi. Aussi, vous pouvez aussi l'écrire sur le chat. Diallo, ça nous rendrait un grand service. Je disais que la deuxième question, ça concerne dans quel cas qu'on peut faire demande de renseignement de prix. Oui, la première, donc, c'était quoi? La première question, c'est quoi le notion appliquée ici au Sénégal, le surcharge? Professeur, est-ce que vous avez entendu? Moi, j'ai toujours des problèmes. Hein. Je ne sais pas, peut-être c'est à mon niveau. Est-ce que vous pouvez écrire là, cette question? En tout cas, moi, la question que j'ai pu retenir, c'est dans quel cas on utilise la demande de renseignement de prix au Sénégal. À vous la parole, professeur, si vous êtes toujours là. Alors, professeur, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Je voulais présenter les... Vous voyez, non? Oui, on voit parfaitement. Alors, je suis en train de projeter sur les DRP. C'est visible ou bien? C'est visible ou bien? Oui. C'est toujours l'ancien diapo. Hein? Voilà, attends, je prends le nouveau là. Je vais dans partager. Voilà. Partager. Peut-être il faudra fermer l'ancienne page. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Aïdara. Attendez, je cherche. Ok, c'est bon, hein? Pour Diallo. Bonjour, Allô, Nana Diallo. Diakité. Non, Diallo qui avait posé la question sur les DRP. Oui, c'est Diallo qui avait posé la question. Oui, on vous entend bien. On vous entend. Oui, c'est ça. Donc la composition... Pour les commissions de passion des matchs, vous voyez, je vais vous donner ça tout à l'heure.
la composition régionale installée pour la région de Dakar. Représentation régionale, etc. La composition des commissions départementales installées hors Dakar pour les collectivités territoriales. Les conditions de réunion de la commission des marchés. Il faut convoquer les membres de la commission 5 jours avant le quorum et tout ça. Ça, je vais vous envoyer ça. Ça te permettra d'avoir une documentation par rapport au marché public. Avec le retard qu'on a accusé, je n'ai pas voulu aller directement dans la définition, la cellule de passion des marchés. Mais je vous envoie tous les documents là, tout à l'heure. Les faits, voyez, maintenant, tu as vu, non? Si c'était pour les faits de revue a priori, on utilise des demandes de renseignement de prix restreinte, n'est-ce pas? L'autorité comptable ne peut pas recourir à des appels d'offres. Donc, pour les valeurs, pour des montants dont les valeurs sont estimées et fixées par l'article 53 du Code des marchés. Vous voyez, suivant les faits indiqués dans l'arrêté, 3 types de DRP peuvent être utilisés. La demande de renseignement simple, la demande de renseignement de prix à compétition ouverte et la demande de renseignement de prix ouverte. Donc, quand on est des travaux dont le montant est inférieur à 5 millions, on fait une cotation. Tu as vu, Diallo? Si c'est des prestations intellectuelles inférieures à 5 millions, on fait une cotation. Si c'est des fournitures dont le marché est inférieur à 3 millions, on fait une cotation. On choisit 3 candidats, on leur demande de nous donner leur prix et on spécifie si c'est des tables bancs, la longueur des tables, la hauteur la largeur du truc où on pose les cahiers, n'est-ce pas, la dimension des chaises, etc. et tout ça. Si c'est un ordinateur, le nombre de RAM, le nombre de gigas, etc. Si c'est un ventilateur, voyez, une valise, tout ce que vous voulez acheter, vous faites les spécifications. Si les montants ne sont pas supérieurs à 5 millions pour les travaux, 5 millions intellectuels et 3 millions, vous faites une demande de cotation. Maintenant, voyez, vous faites une description des fournitures, comme on l'a dit ici. Hein. Voici la procédure, quoi. Maintenant, si c'est les marchés sont compris entre 25 millions, 5 et 25 millions pour les travaux, vous faites une demande de renseignement restreinte. Si c'est fourniture et service, c'est 15 millions. Si c'est intellectuel, entre 5 et 25 millions, vous faites une DRP à compétition restreinte. Vous choisissez 5 candidats, vous leur demandez de vous faire une offre de prix et vous choisissez parmi les 5 là, mais il faut que les montants soient inférieurs à 25 millions, 15 millions et 25 millions pour les fournitures et prestations intellectuelles. Maintenant, voyez, vous prenez 5 entrepreneurs et vous leur donnez un modèle de cahier, etc. et vous leur spécifiez. Vous faites un PV, la réunion des commissions des marchés, vous attribuez, vous informez les candidats, vous faites un contrat. N'est-ce pas? Maintenant, si maintenant vous êtes une commune dont le budget est inférieur à 300 millions, n'est-ce pas? Vous prenez que 3, parce qu'on vous simplifie la chose. Au lieu de prendre 5, vous prenez 3. C'est un arrêté 863 du ministère de l'économie et des finances du 22 janvier 2015 qu'il a fixé. Maintenant, si les montants sont compris entre 25 et 70 millions maintenant, vous faites une DRP à compétition ouverte. Vous voyez, pour les travaux, si c'est 15 et 50 millions pour les services et fournitures, et si c'est 25 et 50 millions pour les prestations, voilà, vous faites une compétition ouverte. Et dans ce cas, vous faites un avis d'appel d'offres, vous publiez dans un journal, et vous attendez 15 jours au lieu de 30 jours, et vous faites une évaluation par la commission des marchés en fonction des critères mentionnés dans le dossier. Et vous proposez maintenant dans un délai de 7 jours, vous approuvez les contrats, vous donnez les garanties qui sont requises au cas échéant, et vous attribuez le marché, et vous permettez, il y a un recours gracié dans une compétition de procédure de marché. Et une décision attendue 5 jours après. Et vous voyez maintenant. Donc, si je vous donne ce tableau-là, vous pouvez comprendre quelle est la procédure à utiliser. Maintenant, en ce qui concerne les surcharges, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire surcharge, quoi. Vous voulez parler de surcharge au niveau du dimensionnement des ponts pour les véhicules, ou bien, je ne sais pas. Mais par contre, pour les DRP, je vous ai répondu et je vous ai envoyé la documentation pour cela. Merci. Vous avez la parole, M. Diakité. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous avez la parole, M. Diakité. Je recevais là un appel parce que j'ai partagé ma connexion depuis mon téléphone portable.
Voilà, c'est pour ça qu'il y avait interruption. Maintenant, bon, je disais que on comprend, hein, parce que là, actuellement, on est tenaillé par le temps, la durée. Oui. Donc, et là, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vous avez très bien fait, professeur, d'aller droit au but. Et tout en sachant qu'après, on dispose déjà d'un enregistrement, mais également des fichiers. Donc, des fichiers qui seront disponibles sur la plateforme. Exactement. Voilà. Donc, vraiment, vous avez très bien fait. Alors, on va donner la parole à notre doyen Aliou Cissé Ndiaye qui a levé la main, qui vient de nous joindre. À vous, Aliou Cissé. Oui, bonjour. Donc, ça sera, excusez-moi, Aliou, donc ça sera la dernière intervention parce qu'apparemment, il y a une autre présentation que le professeur va très rapidement nous soumettre. Et voilà, donc, avant de clôturer la séance. Allez-y, oui, on peut prendre quelques questions, il n'y a pas de problème. On peut prendre des questions, c'est pas grave. Bon, c'est bon, donc c'est bon. Donc, allez-y, doyen. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, M. Diallo, et bonjour donc M. Aïdara. J'espère que donc j'ai pris le train en marche, mais je m'excuse donc du sens, voilà, normalement du retard, mais j'avais voulu être là au début, mais parfois il y a des contraintes. Voilà, donc c'est pas des questions, mais je voudrais juste intervenir. Voilà, donc sur des remerciements par rapport à notre doyen qui a fait des sacrifices, donc Aïdara. J'espère qu'il ne me reconnaît pas. Donc, c'est de la part de M. Ndiaye Aliou Cissé. Si, je vous reconnais bien. C'est de la part de M. Ndiaye Aliou Cissé. Donc, j'ai passé à l'ARD, Nana Diakité, ça fait longtemps. Donc, qu'on n'a pas eu l'occasion donc de se voir. Même la fois passée, j'ai passé au niveau de l'université, j'ai vu Boubacar et les autres. Voilà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aliou Cissé, je fais partie de la deuxième promo de la spécialité donc IDT, ingénierie du développement territorial. Voilà, actuellement, je suis au niveau de l'agence régionale de développement de Ziguinchor. Voilà, c'était juste pour donc donner nos félicitations et nos prières par rapport à notre grand M. Aïdara, qui est un expert donc dans ce domaine. J'espère que Nana, vous n'avez pas, donc c'est pas fortuit donc de cocher le grand et de pouvoir donc lui donner l'occasion de faire ce qu'on appelle la fusion de compétences et essayer donc de nous d'aider nos jeunes et nos jeunes frères donc par rapport à la compréhension de la procédure des passations de marché, qui est donc une thématique tellement intéressante dans le paradigme où nous sommes, sur le plan national, voire même sur le plan local. Même si vous avez des projets tellement intéressants, mais si la procédure de passation des marchés est biaisée, donc ça pourrait refléter normalement sur la réalisation des projets, même sur la durabilité donc du projet. Parce que si vous n'avez pas un bon prestataire, ça peut répercuter donc sur le choix, ou bien ça peut répercuter donc sur la conformité physique des travaux. Donc c'est l'occasion même de du nuyu grand bi bu baax a baax et de féliciter donc en plus de vous féliciter par rapport donc à cette stratégie dont vous avez, parce que c'est ça l'idéal. Il faut prendre donc des gens qui ont eu donc l'expertise, voire même la matière grise, de pouvoir discuter donc avec les jeunes afin de les capaciter, de les booster, donc de les préparer sur ce que donc la vie professionnelle donc normalement les attend. Même la fois passée, donc j'étais à l'université pour partager donc un cours sur la planification du développement territorial. La semaine passée, j'ai partagé avec les étudiants donc du master 2, et je pense que cela, on devrait donc le démultiplier par rapport à l'ensemble des experts, parce que nous avons beaucoup de grands, comme Aïdara et comme tant d'autres, qui pourraient aider donc les étudiants donc par rapport donc à la vie donc post-universitaire quoi. Et la vie professionnelle, c'est ça donc qui est là, et chacun peut apporter normalement sa contribution. Et vous de vous féliciter davantage, et l'ensemble des étudiants et l'ensemble des professionnels qui est donc dans le groupe ingénierie de développement territorial. Et grand chapeau donc à notre doyen donc Aïdara, qui est une personne avec un grand cœur, qui est une personne qui nous a beaucoup coaché, qui nous a beaucoup aidé donc par rapport aux activités donc de développement. Et on peut citer donc la passation des marchés, le développement local, la planification et tant d'autres au niveau de l'ARD de Thiès. Et grand chapeau donc à
à Nana Diakité, donc notre frère, donc qui est une personne donc avec plein d'expertise donc pour ici le développement territorial donc dans notre cher pays, le Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, doyen. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir dans cette réunion. Donc, et merci vraiment pour cette brillante intervention, hein, sage et aussi plein d'enseignements. Alors, j'espère qu'on aura même le temps de nous revoir sur un autre webinaire ici. Donc, je pense que le président de l'AIDT ainsi que la commission scientifique ont pris note. Donc, peut-être ils vont prendre après contact avec vous pour peut-être bénéficier en tout cas de votre expertise pour ces prochains dimanches qui vont venir. Alors, il y a Omar Faye qui a levé la main. Donc, on va donner la parole à Omar. Vous pouvez activer votre micro, Omar. Alors, merci beaucoup, monsieur député. Je remercie également le présentateur pour la brillante exposition. Et je vois encore que nos sommets, monsieur député, se retrouvent encore une fois. Vous avez été mon formateur en marketing digital. Et récemment, on a eu à échanger et c'est toujours avec plaisir de vous rencontrer. Maintenant, par rapport maintenant, j'avais une question par rapport à l'exposé concernant est-ce qu'il y a des lois qui font la promotion des sociétés sénégalaises ou également peut-être les femmes ou les jeunes dans la législation sénégalaise. Je le dis parce que le contexte, on parle de la souveraineté et c'est pour cette raison que j'ai l'idée, cette question me vient en tête. Est-ce qu'il y a des lois qui sont là au Sénégal et qui font la promotion des sociétés sénégalaises? Merci beaucoup, Omar. Vraiment, une personne aussi pleine de ressources. Hein? Alors, je ne sais pas, professeur, si on va répondre directement à la question ou bien donner la parole à Dr Sanyudi qui vient de lever la main. Oui, d'accord. Oui. Après, j'ai noté la question. Allez-y. D'accord. Dr Sanyiri, allez-y. Merci beaucoup, le modérateur. Et mes félicitations à Prof Aïdara pour la présentation qui est très pertinente. Il rentre vraiment dans le cadre de la compétence de nos désirs en développement territorial et aussi par rapport à alimenter aussi la capacité de l'AID pour le permettre d'avoir plus de compétences par rapport à cette discipline et qui est fort intéressant dans la sphère du développement territorial, dans la sphère du management des activités, du management de beaucoup de secteurs qui est en phase par rapport à la transparence, par rapport à la légalité, par rapport à tous ces aspects-là. Maintenant, bon, peut-être que j'avais une petite réflexion en tant qu'universitaire par rapport à la commande publique aujourd'hui, avec le Code des marchés publics, pratiquement, on parle de la commande publique, c'est-à-dire que tout achat devra être concentré avant d'être lancé. Je vais donner un exemple de structures sur lesquelles peut-être je fréquente, où il y a beaucoup de chercheurs. Chaque chercheur exprime ses besoins. Maintenant, quand on exprime ses besoins, le problème c'est que le besoin ne peut pas se satisfaire tant qu'on n'a pas regroupé la commande de tous les chercheurs. Ce qui fait que, bon, des fois, ça peut bloquer même la démarche même des travaux, ou bien ça peut bloquer beaucoup de choses qui vont être faites en termes d'expérimentation. Mais la raison pour laquelle la réflexion que j'avais par rapport à ça, c'est de demander à M. Aïdara, est-ce que pensez-vous que par rapport au champ de recherche, est-ce que le Code des marchés publics ne devrait pas faire l'objet d'une diligence ou bien d'une dérogation qui peut leur permettre d'effectuer vraiment leurs travaux en temps réel? Sinon, c'est des expérimentations ou soit c'est des recherches qui sont en pleine expansion. C'est dans ce sens-là que je voulais
poser une question par rapport à ça en tant qu'expert pour qu'on puisse savoir l'idée qu'il a derrière par rapport à ça. Et pour montrer que aussi que c'est important par rapport au marché public, parce que récemment, j'ai assisté à une soutenance de mémoire où l'étudiant a essayé de montrer quels sont les déterminants par rapport aux contentieux qui se font. De ce point de vue, il l'a vu du point de vue économique et ça commence à intégrer l'aspect économique, au lieu même de l'aspect fonctionnement, mais ça peut toucher aussi l'aspect économique, qui peut être intéressant pour nos étudiants qui peuvent même renforcer leurs compétences et les lier avec d'autres domaines. Merci, monsieur le modérateur. Merci, docteur, pour cette intervention. Donc, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Hein? Donc, des interventions aussi pertinentes que productives. Alors, tout à fait, je pense que même là, ça rejoint à peu près l'inquiétude par rapport à la question à l'inquiétude de Omar, qui demande est-ce qu'il n'y aurait pas une loi qui pourrait promouvoir donc, les entreprises sénégalaises. Donc là, on est dans le cadre du développement endogène véritablement, mais particulièrement et fondamentalement sur les jeunes, et je dirais même les femmes. Donc, peut-être je vais donc redonner la parole à M. Aïdara. Donc, avant de revenir sur Aïssata, ou bien Aïssata, vous pouvez aller, Aïssata? Je pense que le prof a pris note des questions. Aïssata, donc on prend l'intervention d'Aïssata. Bonjour, M. Diakité. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je crois que c'est un moment opportun pour moi, d'autant plus que je suis en train de piloter un projet de grande envergure dans notre commune, à savoir la commune de Richard-Toll. Le projet dénommé le projet de résilience et de développement communautaire, financé par la Banque mondiale. Et par rapport à la passation des marchés, j'avais demandé à la cellule de passation de marché de la commune de nous donner les informations, à savoir le PV d'ouverture des plis, le rapport d'évaluation, le PV d'attribution des marchés signé par l'entreprise. Mais le service m'a dit que les documents sont confidentiels et ne peut être délivré à une personne lambda ou quelque chose. Donc, ils nous ont dit que les documents seront directement envoyés à l'ARD ou bien au projet directement. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il existe un code des passations des marchés ou bien une loi qui interdit de fournir les documents de passation des marchés à des gens qui sont en train de diriger les projets ou bien qui sont en train de faire un suivi évaluation de ces projets dans les communes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssata. Donc là, vous venez de vous mettre à jour, hein, parce que nous avons un pléthore d'étudiants qui ne demandent qu'à faire des stages. Donc, vous avez vu, j'espère que Mbalo et Baldé ont pris note. Après, moi, je vais vous filer son numéro. Là, elle est même dans le groupe. Donc, Aïssata, il va falloir nous prendre certains étudiants comme stagiaires. Hein. Je ne sais pas maintenant quels seront les thèmes, mais ça peut-être on va en discuter après. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça aussi, je pense que tout à l'heure, le professeur a parlé un peu de la transparence. Maintenant, la transparence, est-ce que c'est étendu jusqu'aux personnes qui pilotent un projet, dont même le marché fait l'objet, ou bien est-ce que de manière absolue, il doit y avoir une confidentialité jusqu'à la délibération? Donc, voilà la question ou bien l'inquiétude d'Aïssata, professeur. Et là, donc, on va vous remettre la parole. Après, je vais prendre l'intervention d'Aboudé au niveau du chat. Merci beaucoup. À vous la parole, professeur. Donc, il y a l'intervention de Omar, de Sandjiri et de Aïssata. Alors, professeur, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Effectivement. Merci beaucoup, Diakité. Mais je pense que je vais répondre. Alioune Cissé Ndiaye, je pense que c'est Alioune Cissé Ndiaye qui a fait l'ARD de Thiès, que je connais bien. Je ne savais pas qu'il était à l'ARD de Ziguinchor. Hein.
Alune, s'il se mandant, je pense qu'il pourra réagir. Hein. Je viens de Ziguinchor comme ça, hein. J'ai fait une semaine là-bas. J'étais en mission là-bas. Merci Alune, vraiment. Non, je pense qu'avant Alune, il y avait Omar Faye, je pense. C'est lui qui a posé la question. Oui, Omar. Sur les 5%. Sur le. Si est-ce que les entreprises où il y a une loi qui traite en faveur. Non. Donc, de toute façon, dans les dossiers d'appel d'offres, on peut des fois inscrire que s'il y a des sociétés coopératives qui sont liées par exemple, si c'est les fournitures de semences agricoles, et qu'on voit qu'il y a une société de coopératives agricoles dans la zone, il y a une préférence qui accorde de 5%, n'est-ce pas? Donc, si on prend leur offre, vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a 5% de leur offre. Donc on déduit de l'offre de moins 10 ans 5% pour voir s'ils sont moins 10 ans, et dans ce cas, on leur accorde le marché. Mais il faut, dans ce cas, l'inscrire dans le document, dans le dossier d'appel d'offres. Donc, c'est des sociétés de coopératives de bâtiments ici dans les marchés au niveau de la région de Thiès. On leur accorde. Mais si ce n'est pas inscrit dans le dossier d'appel d'offres, on ne peut pas appliquer cette clause au niveau de l'évaluation, quoi. Donc on le met très souvent, mais il n'y a pas une loi spécifique qui dit que donc, une entreprise est privilégiée parce qu'elle est sénégalaise. Non. C'est pourquoi vous voyez actuellement, il y a des bureaux d'études maliens, ivoiriens, nigériens, mauritaniens, comment on appelle ça encore, qui peuvent venir gagner des marchés parce qu'ils sont de l'espace communautaire, c'est ce qu'on appelle l'IOMOA. Tous les marchés qui sont dans l'espace communautaire peuvent être gagnés par des entreprises de la communautaire. Donc, il n'y a pas de loi qui favorise une entreprise sénégalaise, etc. Quoi. Moi, je connais beaucoup de bureaux d'études guinéens qui ont des marchés au Sénégal, comme aussi les Sénégalais ont des marchés dans ces pays-là aussi pour faire le travail. Donc, il n'y a pas encore de loi. Peut-être avec les nouvelles autorités qui parlent de souverainisme et de, je ne sais pas encore, vont aller dans ce sens, quoi, pour renforcer le secteur privé, comme on le dit, à travers les cabinets et autres là, quoi. En tout cas, ça, ce serait intéressant aussi. Hein. On ne l'appelle pas du protectionnisme, mais c'est une façon aussi de mobiliser des investissements pour ses propres entreprises, ses propres cabinets qui sont au Sénégal, pour leur permettre de faire des chiffres d'affaires et pour que cette croissance-là puisse être, comme on appelle ça encore, partagée à l'intérieur même du pays de façon inclusive et au bénéfice même de la population. Je pense que peut-être les nouvelles autorités vont aller dans ce sens-là, quoi. Ou bien quand il y a des marchés de terrassement dans des sociétés, des coopératives qui sont au niveau de l'urbanisme, etc., qui ont des retraités, autres là, qui ont leur coopérative, qui ont des machines, autres là, on peut leur accorder 5%. Donc, pour dire que si leur offre, le moins 10 ans, est de 100 millions, eux, ils ont à 80 comment on appelle, si tu appliques 5%, il y a 95 millions. Et maintenant, si l'offre de la coopérative est descendue, donc on a 5% toutes les offres pour ramener toutes les offres au même pied d'égalité. On va voir maintenant si la coopérative est moins 10 ans dans ce cas, et si elle remplit les critères et l'attributaire du marché. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Amadou Cissé, merci aussi de ta contribution pour la RD de Ziguinchor. Je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Je te remercie pour cela. Maintenant, la réflexion développée par Sendieri, si je me trompe, sur les recherches. Effectivement, les travaux de recherche font l'objet d'appels d'offres. Maintenant, et on consulte des scientifiques et autres là qui sont des cabinets pour faire des recherches dans ce sens, quoi. Mais on peut aller même jusqu'à une entente directe avec ces cabinets, comment on appelle ça encore, les gens qui font la recherche. Quand c'est dans l'intérêt du pays, on ne peut pas divulguer les secrets. Dans le domaine de la défense, de la recherche scientifique, etc. Et autres, là on peut faire des ententes directes avec eux, leur permettre de gagner les marchés et de faire les recherches et de soumettre les résultats des travaux au ministère concerné. Autres, là, quoi. Donc, ces travaux de recherche peuvent faire l'objet de marchés d'appel d'offres, mais particulièrement aussi, quand c'est des travaux d'intérêt général, de confidentiel, concernant l'armée, la santé, autres, là, on peut faire des ententes avec ces chercheurs-là et leur donner les marchés par entente directe et avec certaines clauses et leur permettre de travailler. Et comme tu as dit, les analyses concernant les recours aussi, effectivement, peuvent permettre d'exploiter des situations dans le domaine économique, dans le domaine, surtout même aussi de la rentabilité, hein, dans le domaine de la performance, parce que certains recours au niveau des marchés publics font perdre du temps, font retarder les marchés et aussi des fois ont des incidences sur le plan social, comme tu dis, sur le plan économique et sur le plan financier.
c'est très important aussi de pouvoir permettre à certains étudiants de faire des mémoires dans ce sens-là et de diligenter des études dans ce domaine. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la performance, dans le cadre des marchés publics. Parce que comme l'a rappelé le Premier ministre dans une de ses interventions, hein, les marchés publics freinent le développement de l'Afrique parce que les procédures sont longues, les contentieux sont énormes et aussi les personnes qui les maîtrisent ne sont pas tellement nombreuses. Vous voyez quoi, ce qui fait qu'il faut revoir vraiment tout ce système-là, ce conglomérat de gens intervenant dans ce domaine, les former, les diriger, les capacités, afin de rendre aussi l'accès, comment on appelle ça encore, la digitalité de l'information par rapport à tout ça. Ceci permettrait vraiment d'avoir un gain de temps et ça permet d'avoir vraiment une rentabilité excellente. Donc, aller aussi dans le sens de privilégier, comme on dit, hein, les femmes et les jeunes dans l'acquisition des marchés publics. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont développées au niveau des ministères, mais il n'y a pas encore de loi ou d'arrêté spécifique allant dans ce sens, etc., quoi, qui privilègie les femmes ou les jeunes dans ce domaine. Non, non. En ce qui concerne Aïssata, je pense qu'elle-même, je n'aurais pas dû répondre à ces questions, parce que je cherche à rencontrer son maire depuis 3 ans, qui refuse. Aïssata pourra me répondre tout à l'heure, pour savoir pourquoi son maire refuse de me rencontrer, alors que c'est mon ami. Effectivement, Aïssata, moi-même, j'appuie ce projet-là. Bon, pour votre guide, moi, je suis devenu consultant, j'ai mon cabinet maintenant. J'interviens au niveau de ce projet, PRDC Vallée Fossile, Programme de résilience et de développement communautaire Vallée Fossile Sénégal, dont le coordinateur est un ami, Mamadou Diédhiou, et aussi Alsan Kane, le responsable d'évaluation, et Lamine Dramé et Mme Awa Dramé, que je connais très bien, le responsable des infrastructures. Maintenant, je voudrais savoir, Aïssatou, quelle est la position que tu occupes par rapport à la commune? Tu es le point focal, ou bien tu es le... Ils avaient des comment on appelle ça, des représentants au niveau des communes? Pour que je puisse répondre à ta question, il faut que je comprenne la position que tu occupes par rapport à la commune. Parce qu'effectivement, les investissements, le projet octroie des investissements à la commune, qui a en charge de l'exécutivité elle-même, ou bien. Et puis, si le marché a été passé par la commune, ou bien c'est l'autorité contractante qui a passé le marché, quoi. Je veux avoir ces 2 éléments de réponse avant de pouvoir répondre. Merci beaucoup, Monsieur Aïdara. J'avais passé votre message au maire, donc il vous appellera, Inch'Allah, c'est votre ami. Je suis la conseillère en développement communautaire de ce projet dans la commune de Richard Toll. D'accord. Donc, c'est les CDC. Oui, oui, les CDC. On travaille avec ce que vous avez. D'accord. Donc, tu as participé à la formation des marchés publics avec l'autre consultant, Lou. Avec Gour, Mme Gour. Gour Sar. Exactement, c'est ça. Parce que moi, c'est moi-même qui devais dérouler ce module-là, mais il y a eu des conflits, parce que vous deviez être formé pendant la même semaine, et on a dû mettre 2 consultants pour faire l'étape de Richard Toll de Saint-Louis par un autre cabinet que moi. Moi, j'ai fait l'étape de Tamba et de Matam, quoi. Si, on a fait une formation à Saint-Louis, de toutes les régions. Exactement, c'est ça. Maintenant, en tant que CDC, toi, tu es du côté du projet, hein? Tu comprends? Oui. Donc, tu as une double casquette. Tu es de la commune, mais tu as été recruté par le projet comme CDC. Tu comprends? Maintenant, la commune, dans la commune, tu as une fonction là-bas, non? Au niveau de la commune, tu exerces là-bas aussi, non? Oui, j'existe dans la commune, dans le département, mais dans la commune aussi, je suis la conseillère en développement communautaire pour le projet PRDC. Ah non, dans ce cas aussi, il y a un problème. Hein? Si le marché a été lancé par la commune ou bien par le projet? Le projet, c'est pour la commune. La commune a été sélectionnée par la Banque mondiale. Je sais, les PV dont tu parles et les rapports d'évaluation là, dont tu voudrais prendre possession, c'est des marchés qui ont été lancés par la commune, n'est-ce pas? Oui, les marchés ont été lancés par la commune. Je voulais des informations par rapport à la passation de ces marchés. Comment le marché a été gagné par les entreprises. Donc, le service a refusé catégoriquement de me livrer ces informations. C'est la commission des marchés de la commune elle-même. De la commune, oui, sous prétexte que ce sont les codes ou bien les lois des marchés publics qui n'autorisent pas à divulguer certaines informations que je ne trouve pas aussi confidentielles. Ah ouais, c'est ça. Du moment que les marchés ont été approuvés, si les marchés ont été... Bon, en fait, l'autorité contractante, quand même, a le droit d'avoir... l'autorité contractante, les membres de la commission des marchés sont tenus pendant la procédure de sélection des marchés de ne divulguer aucune information. Du moment que maintenant les marchés sont attribués et sont en cours d'exécution,
Donc, le rapport qui existe, c'est le rapport entre l'autorité contractante, le maire et l'entreprise attributaire. Donc, il y a des rapports contractuels qui les lient. Vous voyez, donc le maire peut sanctionner, ça veut dire que mettre en demeure, résilier le contrat si l'entreprise est défaillante, n'est-ce pas? Donc, c'est l'autorité contractante qui est en charge de... Maintenant, dès que le marché maintenant est fini, est réalisé, donc les documents peuvent être soumis, comment on appelle ça encore, au public que sont les membres de la commission, comme toi, la fonction que tu occupes, quoi. Mais dès que le marché est en cours d'exécution, quand même, bon, par rapport à ta position aussi que tu occupes au niveau de la commune, je ne vois aucun... Il n'y a pas de loi qui interdit... lorsque les marchés sont déjà attribués, mais pour une entente correcte, pour te permettre aussi un suivi correct des marchés, pour voir un peu par rapport au délai et tout ça, il n'y a pas de confidentialité à ce que tu ne sois pas, tu n'aies pas accès aux documents. Maintenant, selon aussi les procédures de la Banque mondiale, je peux vérifier après, comme j'ai ton contact après te dire, et aussi de rendre l'information accessible aux webinaires, à tous les ingénieurs pour qu'ils puissent avoir l'information qu'effectivement c'est possible que tu aies l'accès ou pas. Je veux voir par rapport au procédure de la Banque mondiale si est-ce que c'est autorisé ou pas, quoi. Mais en principe, étant le CDC de la commune, pour un bon suivi de tes projets dans la commune, je ne vois aucunement les raisons pour lesquelles tu ne devais pas avoir accès à ces documents-là, en ce qui me concerne. Bon, maintenant, par contre, si tu as l'information, tu ne peux pas sanctionner l'entreprise s'il est défaillant parce que tu n'es pas l'autorité contractante, c'est le maire qui est délégataire de ce pouvoir-là, quoi. Mais par contre, tu peux dire que dans ton suivi que tu fais, d'alerter, quoi, pour leur demander, le délai de 6 mois est presque arrivé, on est à 4 mois, l'entreprise n'a pas fait 50% des travaux, et les aider, quoi, tu comprends, dans le processus de suivi et évaluation, quoi. Mais je vais te revenir après et on pourra partager avec Diakité. D'accord, je vous rappelle que aussi le marché a déjà été attribué. C'est 2 entreprises, l'autre a démarré, l'autre n'a pas encore démarré, attends le magal. C'est 2 entreprises. Dans ce cas, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu aies accès à ces documents parce que normalement, en tant que CDC, lors de votre formation, on vous a expliqué votre rôle non, en tant que CDC, non? Si. Avec Dieu, vous avez fait la formation. Oui, avec Dieu. Tu peux regarder dans les modules, experts dans votre fiche de poste. Tu peux demander au responsable de la passion des marchés du projet. Est-ce que tu peux avoir accès à ces documents-là? Il pourra te répondre quoi, un peu. Parce que chaque projet a merci beaucoup. Mais dans les normes, il n'y a pas de problème. Hein? Ok. Salut tout le monde à Archaton. Hein? D'accord, Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Allô, Diakité? Oui, professeur. Voilà, moi, j'étais au premier loge, comme on le dit. Là, je me délecte vraiment de connaissances et d'informations. Donc, non, ils sont nombreux. Hein? Oui, vraiment, apparemment. Ça se voit. Les cités, je reconnais les visages à travers les trucs. Vraiment, c'est très intéressant la discussion. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une autre intervention qu'on n'a pas prise en compte? Je pense que c'était celle d'Aïssatou, la dernière. Bon, maintenant, professeur, je ne sais pas, hein, on a abusé un peu de votre temps. Non, je ne fais rien, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein, voilà, donc, on parle les partenaires privés, hein, c'est bon. Allez-y, merci. Aïssatou, si tu vois, il y a le volet, tu as vu le PRDC, le logo de ton programme ici, hein? PRDC, CFPT. Si, c'est au milieu, oui. Je l'ai vu, oui. Après, il faudra aussi développer, comme l'a dit Diakité, dans les conclusions, je ferai quelques recommandations par rapport aux jeunes sortants pour les stages et autres. Quoi. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Je pense, Aline Cissé, tu es là, non? Tu es toujours en place. Aline Cissé Ndiaye. Oui, il est parti. Je pense qu'il est parti. Hein? Donc, pour le partenariat privé, donc, actuellement, c'est en mode, hein, même les nouvelles autorités veulent faire recours à ce processus. Donc, les concepts des acteurs et les étapes de prestation, vous voyez. Donc, le plan de présentation, il y a les concepts des acteurs et les étapes de prestation. La loi 2021, 23 du 2 mars, relative au contrat privé, c'est le cadre juridique. Le décret 2021, 417 contrat 421, 2 mars, contrat privé. Il y a quelqu'un qui est en qui là? Khadim, oui. C'est bon, professeur, allez-y.
Allô? Oui, Oui, donc oui, c'est le cadre juridique qui est là. Ensuite, les concepts. Donc, le contrat privé, contrat écrit conclu entre honneur pour une durée déterminée avec l'autorité contractante et une partie économique, qui est selon son objet, les modalités de rémunération, transfert et qualifier le contrat de public, avec le paiement des usagers, comme le tour à péage, comme le stade de l'Arena, le stade Ablaïwad, de Maître Ablaïwad, tout ça, quoi. Donc, les publics payent et on rémunère l'opérateur. Et aussi, il y a une redevance que l'État paye aussi, quoi. Donc, une certaine garantie que l'État donne. Donc, il y a le contrat de partenariat à paiement public, effectivement. Contrat de partenariat public par lesquels l'autorité contractante confie à un opérateur économique dans le précisément des versements de l'autorité. Excusez-moi, une minute, s'il vous plaît, une minute. Oui, professeur, allez-y, prenez votre temps. Excusez-moi, j'ai mes enfants qui sont avec moi là à la maison. Oui, Donc, comme je l'ai dit, c'est les élèves. Voilà, contrat de partenariat privé par lequel notre contractante confie à un opérateur économique dont la rémunération provient essentiellement des versements de l'autorité contractante pendant toute la durée du contrat. C'est comme l'usine de dessalement qu'on est en train de faire au niveau de comment on appelle ça encore, de Momel. Ouais, une part des missions ayant pour objet la conception, la transformation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation d'ouvrages, de services d'équipement ou de biens immatériels, merci à l'intérêt général, dont l'autorité contractante à la charge ainsi que tout part de financement. Vous voyez, donc c'est le contrat à paiement par les usagers, donc contrat par notre contrat de confie la gestion de services d'intérêt général, dont elle a la responsabilité de la conception, le financement, etc. Quoi. De bien, du versement des usagers. Donc c'est les usagers eux-mêmes qui payent, vous voyez, font des versements et qui sont on paye à l'opérateur. Donc il y a la concession, l'affairage, la régie intéressante des contrats de partenariat privé par les usagers, dont le paiement est fait par les usagers. La régie intéressée contrat par notre contractant conflit par le service général qui en assure la gestion pour le compte de l'autorité et reçoit de cette autorité contrat une rémunération calculée en fonction des revenus ou des résultats de l'exploitation ainsi que des outils de performance. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Si on fait des performances, je suis bien rémunéré, mais si on ne fait pas de performance, les rémunérations baissent. Donc c'est un mode qui est bien appliqué où chaque partie prenante cherche à avoir un gain beaucoup plus intéressant. Ça c'est important aussi. Vous voyez, donc l'exploitation inclusive de performance de service. Ici, le risque est certainement transformé en opérateur. Donc, celui qui gère un peu quoi. Parce que s'il fait des performances, il gagne beaucoup. S'il ne fait pas de performances, il ne gagne pas. L'affairage, on le dit, hein, c'est un contrat par lequel notre contractante confie. C'est comme la CNO, donc, qui a la maintenance de nouveaux existants afin qu'il assure la fourniture de services d'intérêt général. L'autorité contractante ne prend pas en charge les investissements initiaux. Il peut être chargé de travaux de modernisation, d'extension, de réhabilitation d'ouvrages. C'est le cas de la CNO. Les concessions, c'est le contractant qui confie la concession au concessionnaire la mission d'exécuter l'ouvrage public. C'est comme l'autoroute actuellement, Kaolack, Mbour, Kaolack, Thiès, etc. Dans tous les cas, les concessionnaires exploitent le service en son nom, à ses risques et perçoivent des rémunérations sur les usagers. Donc, les montants que nous payons au niveau des péages, c'est ça qui permet de payer. L'appel d'offres, attribution de droits communs par l'autorité contractante, l'appel d'offres national, les publications sont adressées aux personnes éligibles, l'appel d'offres international ou l'appel d'offres l'offre d'initiative privée. Si vous voyez dans certaines communes, vous voyez les maires qui font des offres d'initiative privée, comme quoi la construction de cantines quoi, ou bien de stade municipal au niveau de certaines communes. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les offres d'initiative privée, qui font l'objet de partenariat public-privé, mais qui n'est pas soumis à un appel d'offres. Mais dans ce cas aussi, l'autorité contractante, le soumissionnaire qui a élaboré le dossier et qui a fait les offres pour avoir une réduction de 5% par rapport aux autres, pour être plus compétitif, quoi. Mais il faudrait que le conseil municipal approuve cette décision, quoi. C'est en cours dans certaines communes, hein.
grandes communes qui n'ont pas les moyens de faire beaucoup d'investissements, quoi. Donc, le candidat, les concepts, c'est la personne morale. L'opérateur économique, c'est toute personne morale, groupement de personnes qui offrent le marché. Le soumissionnaire candidat qui a déposé son offre. Le titulaire, c'est celui qui est attributaire du contrat. La commission d'appel d'offres, ouais, il y a toujours des commissions d'appel d'offres, hein. Jérémy, il y a toujours il y a aussi des différents organes compétents au sein de l'entité de régulation des marchés publics qui examinent. Il y a maintenant ici l'unité d'appui aux partenaires publics privés, en abrégé INAP. C'est un organe expert ayant pour mission notamment d'assister et de conseiller les autorités contractantes à toutes les étapes du cycle de vie des projets de partenariat public privé et de rendre un avis sur les évaluations préalables des projets de contrat de public privé ou de tout autre type de contrat déterminé par la législation en vigueur. Parce que dans les contrats de partenariat public privé, il y a des clauses juridiques, des clauses financières qui font que si vous n'avez pas l'assistance de cet organe-là, vous pouvez vous faire berner. Vous voyez, payer plus, payer comment on appelle ça encore, comment on appelle ça encore, des obligations, payer des performances que vous n'avez pas réalisées, vous voyez, des délais qui n'ont pas été respectés. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels, si vous n'êtes pas attentif, des comptes de performance, etc., là, quoi. Il faut toujours solliciter l'INAP qui va vous encourager, qui va vous appuyer dans le cadre de ce processus. Et vous allez voir tout à l'heure des acteurs, quoi. Vous voyez, le comité interministériel approuve d'abord le truc. Il est chargé de statuer sur les demandes d'autorisation, d'agrément, d'engagement. Parce que vous ne pouvez pas faire un partenariat public sans avoir l'autorisation du ministère. Hein. Vous voyez, c'est pourquoi du temps de Khalifa Sall, vous vous rappelez le parking de Dakar, là, hein, souterrain, n'avait pas été approuvé par le ministère des Finances et on ne l'a pas encore réalisé. Donc c'est important ici, hein, de coordonner l'action du gouvernement relativement au contrat. Parce qu'effectivement, il y a des redevances que l'État paye et l'État, maintenant, pour payer, a besoin de voir si le projet est comment on appelle ça, rentable ou pas. Et il fait des bénéfices pour pouvoir supporter toutes les charges, quoi. D'autoriser le lancement de la procédure, donner des orientations stratégiques, d'accorder des dérogations sollicitées. Donc des dérogations sur le plan de la TVA, sur le plan de l'exonération des matériaux, ou bien de la douane et tout ça, de la fiscalité. Il y a tout ça qui sont... Par exemple, si on fait un stade ou un ouvrage, on peut accorder des dérogations sur le fer, sur les bacs alu qui sont utilisés, sur la peinture, ou bien un matériel qui est le matériel high-tech qu'on doit utiliser là-bas, quoi. Tout ça. Il y a le ministère chargé des Finances qui doit... Parce que le PPP étant un emprunt différé, vous voyez, garanti par l'État, il faut qu'il s'inscrive dans la politique globale qui est définie. C'est ainsi que l'UNAP saisit le ministère qui donne son avis sur l'évaluation des implications budgétaires du projet, l'analyse de la soutenabilité. C'est important à long terme sur les finances publiques parce qu'on ne peut pas avoir un marché, un projet qui va grignoter les finances publiques et qui n'est pas rentable. D'ailleurs, même la soutenabilité publique, l'analyse de ce projet-là fait que c'est très... La conclusion du rapport, si le projet n'est pas soutenable, le projet ne peut ne pas être accordé ou autorisé, quoi. Il y a aussi l'exigence ou l'exonération fiscale éventuelle du projet, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'assiette foncière du projet d'investissement, le cas échéant, ainsi que l'état des droits réels et charges. Vous voyez, le terrain sur lequel on construit appartient à qui, etc. Tout ça, c'est important aussi, quoi. Le ministère de l'économie, chargé des finances, c'est sûr que les autorités contractuelles s'inscrivent chaque projet de PPP dans le cycle budgétaire de dépenses publiques, y compris notamment dans les projections budgétaires de l'État, avec la nouvelle réforme-là, par rapport au référentiel Sénégal Vision 2050, le plan, le master plan et le plan stratégie national de développement 2025-2029. Il faut voir dans quelle articulation il faut intégrer ce projet-là, quoi. Et le ministère maintenant donne son avis conforme qui est amené à la procédure. Et le ministère chargé de l'aménagement du territoire, pour être cohérent avec le pilotage d'aménagement du territoire décliné dans le cadre du PNAT, Programme national d'aménagement du territoire, Programme national d'aménagement du territoire, chaque projet du PPP doit obtenir un visa de localisation conformément au décret 2022-18-5 relatif au visa de localisation. C'est important, c'est le cadastre qui donne ça. Et maintenant, le ministère de l'aménagement du territoire doit donner un avis conforme sur la saisine de l'INAP. Vous voyez, il y a tous les ministères qui interviennent dans la procédure. La direction des marchés publics, vous voyez, agit ici, elle a en stade le contrôle a priori pour voir un peu si ce qui concerne les projets PPP, les contrats sont soumis à la revue préalable. Il regarde toutes les documentations liées à cela. Ensuite, l'ARMP intervient, qui s'appelle l'ARCOP maintenant, autorité de régulation des marchés publics, la régulation du système de pension des marchés, des contrats partenaires privés, audit maintenant, hein, la périodicité des contrats de partenaires privés. Le comité, le CRDI, vous voyez, intervient dans les contentieux. Le CRDI saisit en l'absence de suite favorable à un recours gracieux. Si une entreprise qui a été sélectionnée
qui fait partie du processus à contester et à un recours, maintenant le CRD peut intervenir dans ce sens et délibérer pour donner le règlement de l'étude lié à la passion ainsi qu'à l'exécution. Depuis la procédure de passion de marché jusqu'à l'exécution, le CRD intervient. Le CRD fait une tentative de règlement amiable pour tout différent dont il est saisi dans une comité. Il y a l'UNAP aussi qui intervient pour publier et mettre à jour les autorités contractantes le portefeuille de projet, rendre un avis consultatif sur les évaluations des projets partenaires privés, fournir un appui aux autorités contractantes dans l'identification des préparations des négociations et maintenant le fonds d'appui aux partenaires est un fonds autonome placé sous l'autorité militaire des charges des partenariats. Il permet de faciliter le déroulement des procédures de passion en appuyant financièrement les autorités contractantes qui expriment la demande. Par exemple, si vous avez besoin d'être formé en partenariat privé, vous pouvez saisir le fonds. Le maire saisit le fonds et le fonds délègue maintenant des experts qui vont venir vous former. Parce que tout ce que je viens de dire là, il y a une réglementation derrière, des documents sur lesquels vous, en tant que membre de la commune, si vous voulez avoir une expérience dans ce domaine, vous pouvez être formé pour avoir des notions dans ce sens. Et le fonds d'appui aux partenaires privés permet d'avoir cela. L'autorité contractante, vous voyez, qui peut être établissement public, l'État et tout ça, vous voyez, identifier les projets partenaires privés, évaluer la recevabilité d'une offre d'initiative privée, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait l'analyse, pour faire l'analyse et l'évaluation préalable, procède aux études environnementales des partenaires privés, demande l'autorisation préalable au lancement des procédures de passion de marché, effectue toutes les activités relatives à la procédure, signe les contrats, n'est-ce pas, transmet à l'organe de contrôle, assure le suivi du contrôle du partenaire privé et dans toutes les phases de procédure. Le PPP, l'autorité du contrat peut se faire accompagner par l'UNAP. L'UNAP vous accompagne dans toute la procédure pour vous éviter que dans les contrats, les opérateurs ne puissent mettre des clauses qui sont en votre défaveur et que demain, vous allez avoir des problèmes, tout ça, quoi. Je peux donner un exemple, hein. Vous voyez les concessions, par exemple, au niveau des autoroutes. D'habitude, les calculs, on peut dire il faut l'hypothèse de départ 30 000 véhicules par jour, à supposer. 30 000 véhicules par jour pour un montant X donne un montant Y. Et ce montant Y, calculé sur 30 ans, permet d'avoir un retour sur investissement. À supposer maintenant qu'il y ait 50 000 véhicules ou 100 000 par jour. Ouais, multiplié par X, ça donne un montant Y plus. Et ce montant-là, donc, on peut atteindre le budget initial avant 30 ans. Est-ce qu'on doit négocier dans ce sens-là ou pas? Vous voyez, si vous laissez, si vous ne mettez pas une clause de renégociation, vous voyez, donc l'opérateur peut gagner beaucoup plus que ce qu'il a investi pendant 30 ans parce que le nombre de véhicules qui passent est multiplié par 3 ou par 4. Ouais, c'est des trucs comme ça sur lesquels l'INAP doit vous accompagner pour tout ça. On peut expliquer d'autres cas dans d'autres domaines sur lesquels, ouais, on peut donner des exemples. Quoi. La personne responsable du contrat, c'est l'autorité contractante qui conduit la procédure. La commission d'appel d'offres ici fait l'ouverture des plis, évalue les offres et propose l'attribution. L'opérateur économique maintenant, c'est la personne morale ou groupement de personnes qui offrent sur le marché la réalisation de travaux d'ouvrage, d'équipement de biens. Ouais, les Turcs qui ont construit le stade de l'Arena, le stade de Abdoulaye Wade, à travers les entreprises qui sont accompagnées par Exim Turc, etc. Donc, les sociétés de projet, c'est la société de droit sénégalais qui est créée, n'est-ce pas, par le titulaire du contrat. Cette société assure la gestion du projet PPP. C'est comme si vous voyez sur l'autre truc à péage, quoi, il y a Sénac, comment on l'appelle encore, ceux qui font les paiements là, quoi, qui nous les rapidos là, vous voyez, et sur les Khéol au niveau de l'autre là, sur les sociétés qui gèrent un peu, quoi. Une part de l'actionnariat de ces sociétés doit être réservée aux opérateurs économiques nationaux. Comme aussi au niveau de l'aéroport, il y a AHS qui est un partenaire sénégalais qui gère un peu la gestion de l'aéroport. Ouais, donc, ouais, c'est tout ça qui a trait au partenariat privé, qui est actuellement en vogue et au Sénégal, qui nous permet de réaliser de grands projets pour satisfaire l'exigence en matière d'infrastructure. Comme vous savez, actuellement en Afrique, on n'a même pas 10% de nos besoins en infrastructure. Hein. Donc, on doit avoir entre 10 et 20, hein, peut-être entre 30%, il nous reste 70%. Ouais, donc, si vous allez en Europe, vous revenez au Sénégal, vous voyez l'écart qu'il y a entre ces pays-là. Donc, il nous reste un grand gap et ces partenaires privés permettent de résorber ce gap. Mais il faudrait les encadrer parce que ça prend beaucoup d'argent et aussi il y a beaucoup d'étrangers qui interviennent dedans et il n'y a pas des fois un retour d'investissement. Il n'y a pas aussi une collaboration entre les sociétés sénégalaises qu'on forme. On l'a toujours crié, hein. Il faut former les entreprises sénégalaises pour le transfert de technologie, le transfert de voies, tout ça, quoi. Que les entreprises sénégalaises puissent y travailler, que les compétences du pays puissent être exploitées et que pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre, les problèmes d'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat.
Tout ça, c'est des problèmes sur lesquels on peut réfléchir ensemble par rapport à cela. Vous que vous êtes des universitaires, et par rapport à une volonté de l'État, suivie par des notes, par des réunions, des rencontres et des thématiques sur lesquelles inviter aussi d'autres personnalités de l'État, vous pouvez venir vous encadrer et vous donner des orientations dans ce sens-là. Je vous renvoie à la parole, M. Diakité. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, ça a été de haute facture, donc la présentation. Alors, donc pour un peu résumer par rapport à ce que j'ai suivi, donc notre cher M. Aïdara a souligné en tout cas la réussite des projets d'infrastructure. Moi, c'est ce que j'ai pu comprendre de l'exposé, qui repose donc sur une maîtrise d'ouvrage local qui est très solide, capable aussi de planifier, mais également de piloter donc les opérations dans le respect, en tout cas, des règles de transparence et de performance. Alors, les PPP, les partenariats publics-privés, lorsqu'ils sont bien conçus et adossés à une analyse de faisabilité rigoureuse, constituent un levier, en tout cas, puissant pour mobiliser non seulement le financement, mais également l'expertise. Mais l'autre volet aussi, c'est qu'à condition que les risques soient clairement partagés et que le suivi soit aussi avec rigueur. Donc, l'exposé a été appuyé en tout cas par plusieurs exemples donc, que vous avez suivis comme moi. Et la synergie donc finalement entre la capacité publique locale et les partenariats innovants et donc pour moi la clé pour concrétiser les infrastructures durables. Et là, il a aussi donné certaines pistes de réflexion. Donc, et cela incombe en tout cas les universitaires, les chercheurs, le gouvernement. En tout cas, vraiment quelque chose qui soit collectivement réfléchi donc, par tous les acteurs. Donc, pour que véritablement nos infrastructures puissent être durables. Parce que c'est ça qui nous manque en réalité. Donc, la durabilité des infrastructures et la qualité même. Et je pense que si les autorités publiques, en tout cas, suivent bien ces recommandations, on pourra remédier à tous ces problèmes-là. Alors, on va peut-être ouvrir la parole pour les questions-réponses, s'il y en a, s'il y a des intervenants, des participants qui veulent prendre la parole. Donc, on va donner d'abord en premier lieu à Amadou Cham. Et je rappelle juste que peut-être ça a été répondu, la problématique d'Abou Gueye qui parle de la corruption et qui demande quels sont les garde-fous pour faire face à cela. Alors, si vous pouvez peut-être y revenir brièvement, professeur. Donc, Amadou Cham, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour, M. Diakité. Bonjour, M. Diakité. Je salue tout le monde. Je voudrais me réjouir un peu de l'organisation de ce webinaire par la... Et je suis heureux de retrouver mon ami Aïdara, avec qui j'ai cheminé pendant longtemps au niveau de Thiès. Et un méchant qui nous a beaucoup aidé à la station de marché, dans l'exécution du marché et dans le suivi effectivement des travaux des communes. En fait, moi, je suis le secrétaire municipal de Nguékhor. Je le dis parce que j'ai mes jeunes frères qui sont dans le groupe et qui suivent avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. Aïdara. Donc, à l'instar de M. Alioune Cissé Ndiaye qui a quitté un peu tout à l'heure, et du docteur Sandjiri Diop, je voudrais m'associer au remerciement vraiment à l'endroit de M. Aïdara. Et c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui vraiment dans la mise en œuvre de projets et surtout dans l'exécution. Et il était à la RD de Thiès. Et c'est heureux aujourd'hui en train de nous livrer vraiment de ses connaissances donc pour le bien du Sénégal en développement territorial. Alors, je ne serai pas long parce que déjà le temps qui nous était imparti, j'avais des questions mais qui ont été posées. Seulement, je voudrais un peu revenir sur la question qui avait été posée tout à l'heure par monsieur Omar Faye. Donc, par rapport un peu aux lois qui pourraient exister, je crois que le conférencier l'a dit,
qu'il n'existe pas en fait de loi pour, disons, donner des marchés donc, aux femmes ou bien aux jeunes. Mais je voudrais simplement rappeler à ce niveau que par rapport à la préférence nationale, cela pourrait constituer donc un atout donc pour les entreprises sénégalaises qui sont constituées par les groupements de femmes et de jeunes. Avec les 5%, effectivement, je l'ai parlé, que cela pourrait permettre de sorte que les entreprises sénégalaises constituées puissent gagner des marchés sur le plan national. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Il a vraiment bien répondu à cette question-là. Donc, c'était juste des mots de remerciement et pour dire qu'en fait, M. Aïdara, que je retrouve, parce que ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu, et que je suis dans le groupe, vraiment, c'est une très bonne chose pour nous. Et que cet encadrement, on l'espère, va continuer pour le bien des qui sont les nouveaux ingénieurs en développement territorial. Je vous remercie, M. Aïdara. Merci, M. Aïdara. Merci beaucoup à vous aussi, M. Cham, vraiment pour ce beau témoignage. Donc, vraiment, et donc, merci à vous aussi, hein, M. Aïdara, parce que là, je pense que c'est unanime. Alors, la bonté de votre cœur et votre générosité. Moi aussi, j'en témoigne. Hein. Donc, j'étais son étudiant il y a de cela peut-être, je ne sais pas, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mais véritablement, je rejoins les autres hein, par rapport à la générosité, mais également par rapport à l'humilité. Moi, c'est lui qui m'a mené à Bambey, donc les dimanches. Donc, c'est lui-même qui venait me chercher à mon point où il me donnait rendez-vous. Donc, pour me mener à Bambey aller-retour. Donc, vraiment, ça, peut-être lui, il a oublié, mais moi, je ne peux pas l'oublier parce que c'est quelque chose de grandiose pour moi. Et c'est très symbolique. Donc, là, ça, juste pour rejoindre, en tout cas, ce que tout le monde a dit par rapport à sa bonté. Et moi, je m'asseyais devant, hein, comme si j'étais le patron. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment, je m'associe aux autres, hein, aux autres témoignages. Et merci beaucoup aussi à Amadou d'avoir appuyé aussi par rapport à la préférence nationale. Je pense que ça, en économie, on appelle ça la discrimination positive. Donc, peut-être juste revoir la barre, peut-être élever un peu les 5% et l'amener jusqu'à, pourquoi pas, 30%, ou bien les 2 tiers même, parce que, quoi qu'on puisse dire aussi, quand on parle de développement endogène, on ne peut que véritablement favoriser de manière très déterminante donc, les entreprises sénégalaises et aussi particulièrement les jeunes et les femmes. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, je pense qu'après les supports vous seront mis à disposition. Donc, au niveau de la plateforme aidt.mbsmook, on mettra ça également dans le groupe pour que ça soit beaucoup plus facile à télécharger. Et je vous rappelle que la séance est enregistrée. On mettra ça également à la disposition donc, du grand public. Alors, peut-être avant de terminer cette réunion, nous allons passer le mot au président Issa Hambalo. Donc, peut-être pour des mots de remerciement. M. Hambalo, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Voilà, donc allez-y, à vous la parole. D'accord, merci, M. Diakité. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai raté une grande partie, en tout cas, du webinaire, parce que j'avais un empêchement quelque part. Comme il l'a dit, ce sont des mots de remerciement vis-à-vis de notre vaillant panéliste. Je pense que votre exposé a été très intéressant et surtout, nous saluons votre disponibilité. Ce n'est pas facile pour un professionnel de sacrifier le dimanche pour et faire ce genre de webinaire pendant plus de 2 heures de temps et gratuitement. Donc vraiment, c'est une générosité intellectuelle que nous saluons. Et nous vous remercions vraiment pour cette disponibilité et pour surtout la qualité de l'exposé qui nous a permis de comprendre les rouages des marchés publics et surtout des projets de partenariat public-privé. Donc, vraiment, recevez les remerciements de l'Association des ingénieurs du développement, en développement territorial.
Donc, nous remercions également tous les participants, y compris également notre grand frère, Diakité. Je pense que c'est l'ancien président de la ITT. Mais il continue toujours de nous servir, hein. Sincèrement, c'est pas parce qu'il est là, mais je pense qu'il fait beaucoup de sacrifices pour la marche de l'association. Et pour cela, vraiment, nous lui remercions. Et par là, je vais lancer aussi un appel, hein, à l'endroit de tous nos grands frères qui assistent à ce webinaire-là. Et également, s'ils peuvent aussi faire passer le message auprès d'autres ingénieurs en développement territorial, dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'apport de tout le monde pour faire marcher cette association-là. Elle existe depuis 2015. Il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble. Mais je pense que même pour trouver des stages pour nos jeunes frères qui sont en formation actuellement, c'est tout à fait un problème. Bon, près de, il y a M. Momodou ou Amadou qui s'est présenté tout à l'heure, qui est secrétaire municipal. Il y a tant d'autres qui sont dans d'autres structures, dans les ARD, voilà, dans des ONG. Donc, si entre ingénieurs en développement territorial, si nous nous entre-aidons, au moins, ça va agir en tout cas sur la qualité de la formation, parce qu'après tout, dans les classes, il y a, je dis pas qu'il y a que de la théorie, mais quand même, il y a beaucoup de théorie. Donc, les gens ont besoin d'aller sur le terrain et d'appliquer ce qu'ils ont appris. Mais au-delà de ça, d'avoir des opportunités professionnelles. Donc, vraiment, moi, je lance cet appel-là à l'endroit de tous les ingénieurs en développement territorial pour que vous accompagniez l'association dans l'insertion donc des alumni. Bon, je dirais, voilà, des alumni de cette formation-là et également d'autres opportunités qui peuvent nous lier, à l'association et des structures dans lesquelles vous travaillez, évidemment. Donc, s'il y a vraiment des stages qui sont disponibles, des opportunités de stages, nous sommes vraiment preneurs pour permettre à nos jeunes frères qui sont en master 2, et même ceux qui ont terminé, hein, d'avoir des expériences professionnelles, leur permettant de s'insérer ou alors de faciliter leur insertion dans les mois ou dans les années à venir, Inch'Allah. Donc, c'était ça. Et merci également le bureau, hein, la commission scientifique qui a travaillé là-dessus, le président de la commission pédagogique, et bref, hein, tous les membres de l'association. Donc, voilà en tout cas les mots que je voulais placer à l'endroit du panéliste et à l'endroit en tout cas de tous les participants et surtout les anciens pour les opportunités, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, le président. Donc, moi aussi, j'ai une secrétaire là qui me dérange avec ses casseroles. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce webinaire particulièrement enrichissant. Et nous avons pu constater donc combien finalement la maîtrise d'ouvrage local et les partenariats publics-privés sont essentiels pour réussir les projets d'infrastructure performants et surtout durables. Alors, donc, au nom de l'Association des ingénieurs en développement territorial, donc, je tiens à remercier chaleureusement d'abord le président qui a pu penser à ce webinaire et à ce sujet, au thème. Également au panéliste M. Aïdara, spécialiste en passation de marché public et ingénieur en génie civil, pour la qualité et la clarté de ses interventions, ainsi que tous les participants, vraiment M. Ndiaye, M. Amadou Cham, donc secrétaire de Nguerhof, municipal de Nguerhof. Alors également aussi remercier notre partenaire MDS Dakar, donc qui nous a hébergés et permis la tenue de cette rencontre grâce à sa plateforme et qui garantit le bon déroulement de nos travaux. J'aimerais aussi rejoindre le président, donc un appel donc, à tous les responsables qui se trouvent ici, à commencer par M. Aïdara, à Mme Aïssato, qui est une alumni donc de l'université, également à M. Amadou Cham et tous les autres qui ne se sont pas signalés. Je vois qu'il y en a beaucoup, de même que Dr Sandjiri, avec leurs connaissances. Donc, véritablement, tout le monde a appuyé donc, nos jeunes étudiants à leur ouvrir des portes de stage et d'insertion professionnelle. Car c'est en leur donnant des opportunités que nous préparons l'avenir, je pense bien. Mais également, je demande aux étudiants de les rappeler juste que le stage est avant tout une école d'apprentissage et d'expérience. Il ne faut pas mesurer cela
à l'aune d'une rémunération. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre une rémunération. Moi, je le dis toujours, les stages n'attendaient pas de rémunération. Et véritablement, moi, j'aurais aimé que les étudiants même proposent de leur savoir et leurs expertises à nos dirigeants qui sont là, mais sans rémunération. Parce que, comme je le dis, ça, c'est un début. Et dans la vie, comme le dit, bon, pour les musulmans, il ne faut jamais donner en espérant recevoir. Donc, voilà, donc, il faut toujours donner sans espérer recevoir. Moi, je pense que ça, c'est le bon début. C'est un début à faire. En tout cas, merci vraiment à toutes et à tous pour votre participation. Donc, restons engagés vraiment dans la construction d'un avenir professionnel, mais également solide. Alors, par rapport au sujet, en fait, je voulais dire par rapport aux documents, au dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra ça dans le groupe, mais également, on mettra ça aussi au niveau de nos plateformes digitales. Donc, sur ce, je vous souhaite de faire un bon repos dominical. Et s'il n'y a pas un dernier mot pour M. Aïdara, donc je pense qu'on peut lever la séance. Alors, oui, bonjour, Diakité. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je pense que c'est des formations qu'il faudra démultiplier de temps en temps. C'est ça. C'est important. Et c'est aussi d'autres thématiques. Bon, je pense que je pourrais vous mettre en relation aussi avec M. Cissé, c'est le trésorier ACP de l'université. Je pense, vous le connaissez. M. Cissé, pourra vous oui. Des modules sur les finances publiques des collectivités territoriales ou bien un peu l'exécution budgétaire. C'est un ami. Je pourrais le contacter dès maintenant pour voir avec vous la possibilité de faire un webinaire sur une thématique qui vous plaira par rapport aux finances, quoi. Inch'Allah. Parce qu'il a beaucoup travaillé avec les collectivités territoriales au niveau de Thiès et puis il vous dispenser un cours, je pense, au niveau de l'université. Hein, donc, il pourra vous appuyer sur une thématique là, dans ce sens-là, quoi. Inch'Allah. Il y a aussi Monsieur Touré, c'est un de mes grands qui a été conseiller technique du directeur du Trésor au niveau de Dakar, avec qui je travaille dans son cabinet comme consultant. Qui pourra aussi, il y a aussi pris un document sur les finances publiques des collectivités territoriales, qui pourra aussi, par la même occasion, vous appuyer dans ce sens, quoi. D'accord, ça marche. Et aussi un ami qui est au niveau du PROCACF comme ingénieur informaticien, qui travaille beaucoup avec l'ANAT aussi, parce que la localisation des infrastructures et tout ça, qui pourra aussi vous disposer un truc sur les aménagements, dans le cadre de l'aménagement des territoires, avec une nouvelle réforme au niveau du ministère et tout ça, quoi. Je pense que c'est 2 collègues ou 3 sur lesquels je pourrais discuter avec eux et vous mettre en contact avec toi ou Jérémy. Après, n'oublie pas de m'envoyer ton numéro inbox pour que je puisse l'avoir. Moi aussi, mes contacts, vous pouvez les passer. Hein. C'est le 77 658 93 54. Tu peux l'écrire sur le chat. 77 658 93 54. 658 93 54. 77 658 93 54. D'accord. Le mail, c'est mamoudou-aïdara69@yahoo.fr. mamoudou-aïdara69@yahoo.fr. Il y a aussi mamoudou-aïdara1969@gmail.com. mamoudou-aïdara69@yahoo.fr. mamoudou-aïdara1969@gmail.com. Moi, je suis accessible. Hein. Je suis consultant maintenant avec mon cabinet, donc j'ai accès à quelques collègues, avec des collègues autres qui pourront vous être utiles dans le cadre des stages et autres là. Donc, c'est important. Inch'Allah. Il continue à développer tout ça, quoi. Voilà. Et je vous remercie d'avoir porté votre choix sur moi. Je pense avoir entendu Thiam de Ngekho, hein, tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça, Thiam de Ngekho. Je le salue aussi, Aline Cissé, avec qui j'ai travaillé à Thiès, vraiment, qui sont en train de faire d'excellent travail au niveau de leurs collectivités territoriales respectives. Et je pense que c'est des thématiques comme ça qu'il faudra développer, quoi. Aline Cissé Ndiaye aussi, s'il peut, après, en inbox, m'envoyer son contact. Je pourrais l'appeler aussi. Quoi. Je pense qu'il le fera. Il est là, il suit. Voilà, je pense qu'il le fera. Mon grand, on est ensemble. Merci beaucoup, merci les gars. Oui, merci à vous, merci. Merci. Merci, bien des choses à vous. Ok, merci. D'accord. Merci, en tout cas, merci à vous tout le monde. Donc, vraiment, donc, on se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Donc, restez informés au niveau de différentes plateformes digitales. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.